On va maintenant entendre 5 interventions, donc on va prolonger ce partage d'expérience et entendre 5 interventions très différentes, mais toutes ancrées dans le réel. Des expérimentations locales, des démarches collaboratives, des outils réglementaires, des systèmes techniques également, et une vision internationale du climat. Pour démarrer, je vais appeler les intervenants. J'appelle donc pour me rejoindre Élodie Brich, coordonnatrice R&D, urbanisme durable et intrapreneur de la démarche Plus fraîche ma ville à l'ADEME. On peut applaudir, Élodie. Lamia El Harraj, adjointe à la maire de Paris chargée de l'urbanisme. Bonjour madame. Alexis Goldberg, directeur commercial France d'Engie Solutions. Et Bertrand Rigal, directeur de la transition écologique du Grand Reims. Et Bart van den Hurk, directeur scientifique de Deltares et coprésident du groupe 2 du GIEC. Ce qui me permet quoi? Ce qui me permet de vous rappeler que si vous avez le même niveau que moi en anglais, je vous encourage vivement à prendre le petit casque audio que voici. Je ne sais pas si vous, mais en tout cas, moi j'en ai besoin. Et de vous rappeler que tout est traduit et de saluer donc le travail de l'équipe de traduction qui, j'ai eu le petit message, on parle relativement vite. Immédiatement, j'ai dit chacun son boulot, mais c'était pas très sympa. Du coup, je me dois de rappeler peut-être de poser là en préambule. Essayons de parler de manière tranquille. Mais c'est vrai qu'on a tellement de choses à dire sur ces sujets, ils sont tellement complexes qu'on a envie que ce soit efficace. Alors, j'ai un petit jeu. Je démarre mes conversations par une petite question très très courte, très simple pour moi à dire, beaucoup moins simple pour vous à y répondre de manière très courte. Je vous la pose aussi à vous en ligne derrière. La question est la suivante. Quel mot avez-vous envie de faire circuler dans toutes les collectivités en ce moment? Quel mot avez-vous envie de faire circuler dans toutes les collectivités en ce moment? Alors, ça me permet de vous distribuer les micros. Les micros sont tous par défaut allumés. On va se les partager. Il y en a 4. Et on va se les partager. Alors, Élodie, tiens, on peut commencer par vous. Alors pour ma part, le mot que je donnerais aux collectivités à l'heure actuelle est espoir, c'est-à-dire qu'il est possible de passer à l'action, il est possible de mettre en œuvre des solutions de rafraîchissement urbain durables et pérennes. Et pour cela, il faut être motivé. Et il existe des solutions de tout coup, en fait. Donc, il ne faut pas baisser les bras et il faut vraiment s'engager sur cette transition écologique avec cette note d'espoir pour passer à l'action et contribuer à l'accélération de la transition écologique dans les territoires et surtout le partage entre ces collectivités est très important. Donc, alors il y a beaucoup de mots quand même, parce que ça fait espoir et je note aussi partage. Mais attention, bon, je retiens espoir. Le mot que vous avez envie de faire circuler dans toutes les collectivités en ce moment. Alexis Goldberg. Moi, ça va être vraiment d'anticiper. Donc je le dis en un seul mot ou c'est très bien, anticiper. Je le note. Merci Alexis. Lamia El Harraj, quel serait le mot que vous retiendriez? Moi, je dirais courage. Courage, parce que les défis sont nombreux et on se rend bien compte que quand on essaye d'aborder une politique de la transformation radicale de l'espace public et de notre façon d'appréhender le changement climatique, il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de difficultés budgétaires. Et donc, il faut beaucoup de courage quand on est élu aujourd'hui dans une ville et qu'on souhaite amorcer ce changement indispensable. Courage, je retiens, merci. Bertrand Rigal, le mot? S'investir, investir collectivement, pas n'importe comment. Il y a des outils d'aide à la décision, on en parlera dans un instant. Et c'est une question de santé publique pour nous, pour les collectivités, d'habitabilité, d'attractivité. Merci. Et enfin, Bart, quel serait votre mot? De la même chose, de la même manière que Lamia, je pense que de comprendre que nous devons faire face le regret, mais qu'il n'y a pas de remords et par conséquent, il n'y a pas de raison pour ne pas agir dès maintenant. Merci beaucoup, Bart. Lamia El Harraj, j'ai envie de démarrer avec vous. Ça va nous permettre de... Alors là, c'est vraiment un partage d'expérience, donc il n'y a pas à poser le décor, à planter le décor. Mais néanmoins, on est à Paris, partons de Paris, et puis voyons où ça nous mène. Vous avez lancé, vous avez organisé, vous avez co-construit un PLUB. Alors le PLUB, c'est le PLU bioclimatique, c'est ça. C'est un document structurant qui engage Paris dans les 30 prochaines années. Est-ce que vous pouvez nous donner non pas les grandes lignes du PLUB, mais les grandes lignes qui ont organisé sa construction, parce que vous n'êtes pas lancé dessus il y a 2 mois?
Non, effectivement, c'est un travail qui a duré 6 ans à peu près. C'est un document extrêmement structurant. Je rappelle que les plans locaux d'urbanisme sont sans doute le document le plus contraignant sur le plan réglementaire dont disposent les collectivités pour faire la ville et pour se projeter à minima dans les 15-20 prochaines années. Et donc ce PLU, pour nous, il était fondamental. C'est le premier PLU bioclimatique européen qui est extrêmement regardé par ailleurs à l'international. On a beaucoup d'échanges avec d'autres collectivités sur ce qui est fait ailleurs et ce que nous faisons ici à Paris. Et ce PLUB, il a vocation à répondre aux grands défis de demain. Comment est-ce qu'on fait des villes plus résilientes, plus adaptées au changement climatique ? Comment est-ce qu'on permet aux gens de se loger dans les métropoles et particulièrement à Paris? Je rappelle que chaque année, nous avons encore aujourd'hui 290 000 personnes qui sont en attente d'attribution d'un logement social en dépit de tout ce que nous avons réussi à produire ces 20 dernières années. Comment est-ce qu'on maintient l'attractivité économique de la ville? L'idée n'est pas d'opposer les enjeux les uns aux autres. Et enfin, comment on fait une ville pour les gens et pas pour les bagnoles, pour le dire assez simplement. Donc c'est une démarche que nous avons initiée, qui a donné lieu aussi à une démarche démocratique extrêmement importante. C'était fondamental dans notre perspective parisienne. On a associé 68 000 citoyens qui ont contribué. On a une enquête publique qui a donné lieu à près de 200 réunions publiques, 16 000 contributions dans le cadre de cette grande enquête publique. Bref, un travail qui a été vraiment fastidieux, où nous avons analysé parcelle par parcelle. Ça a été vraiment un travail de dentelière qu'ont fait les équipes et de la direction de l'urbanisme et l'ensemble des professionnels, l'ordre des architectes. Enfin bref, j'aurais pas dû commencer la liste parce que je vais oublier des gens et je le dis très vite pour les traducteurs. Qu'ils en soient tous remerciés. Et qu'ils en soient tous remerciés. Et qui a donné lieu donc à ce PLU qui est extrêmement innovant, qui introduit par ailleurs des dispositions légales, réglementaires, voilà, où clairement on a aussi pris des risques considérant qu'il y avait des enjeux, et ça a été évoqué, de santé publique et sur le plan écologique qui valaient le coup qu'on essaye d'innover. Et comme il fut un temps... Le PLU de 2006 de Paris a permis d'introduire la disposition qui est devenue la disposition SRU. Je pense que, par exemple, les dispositifs relatifs à la mixité fonctionnelle, par exemple, dans le PLU parisien, vont, j'espère, essaimer. En tout cas, je sais qu'elles sont regardées de près par beaucoup de collectivités. Un exemple concret, pour lutter efficacement contre les îlots de chaleur, est-ce qu'il y a des leviers, ou alors plutôt quels leviers, parce que je sais qu'il y en a, quels leviers ont été imaginés dans ce PLUB ? On a des objectifs très importants en matière de végétalisation de l'espace public, avec ce qu'on appelle le P300, donc le plan 300 hectares dans les 10 prochaines années d'espace vert que nous souhaitons mettre en œuvre à Paris, soit par de la végétalisation de façade, et notamment on va faire un énorme travail sur les toits, la création d'une ceinture paysagère et sportive qui va concilier équipement public et végétalisation, et énormément de plantations d'arbres, 116 000 qui ont déjà été faites, et encore un objectif très ambitieux. Notre objectif étant 10 mètres carrés d'espace vert par habitant dans les 5 prochaines années. À Paris, c'est un peu au-dessus de la recommandation de l'OMS. 50% de désimperméabilisation des sols. C'est aussi extrêmement ambitieux. On l'a vu, ce qui s'est passé à Valence, malheureusement, l'année dernière, avec cette terre qui n'était plus en capacité d'absorber, et donc des inondations qui étaient absolument épouvantables et meurtrières. Donc nous souhaitons anticiper ces éventuelles crues de la Seine ou des pluies diluviennes qui pourraient nous mettre en difficulté. Et au-delà de ça, construire différemment. Il n'est plus possible aujourd'hui de démolir à Paris et de reconstruire. La réhabilitation est la norme. Nous souhaitons développer l'intensité d'usage. Nous souhaitons penser la réversibilité des bâtiments. Quand on construit aujourd'hui, on pense équipement public dans 5 ans, logement dans 20 ans et éventuellement bureau dans 100 ans. Et ça, c'est aussi une prouesse architecturale avec des écoles d'architecture qui clairement ont su aussi s'adapter à cette évolution qui est absolument indispensable et qui ont beaucoup inspiré aussi ce travail que nous avons fait ensemble. J'imagine que tous les urbanistes, tous les architectes, en gros, il faut former tout le monde. Il faut aussi former ou plutôt accompagner les citoyens. Ça, est-ce que c'est une démarche c'est une démarche, c'est comme une des deux jambes du plan, en gros. Il faut forcément qu'il y ait l'accompagnement et qu'il y ait une sorte de gouvernance. Parce que là, vous engagez quand même sur les 30 prochaines années. C'est pour ça qu'on a voulu ce PLU d'abord extrêmement démocratique et co-construit avec les citoyens. Et au-delà de ça, je pense aussi qu'il y a des choses qui ont évolué. Vous voyez, on a organisé une votation citoyenne il y a de ça maintenant quelques semaines. Donc la dernière votation citoyenne a clairement été un plébiscite pour les rues jardins qui vont au-delà des rues aux écoles, qui sont les rues piétonnes, qui aujourd'hui sont, mais assez banalisées dans toutes les collectivités, quelle que soit la sensibilité politique, et je tiens aussi à le dire, parce qu'il y a un plébiscite, c'est-à-dire que quand vous pouvez lâcher la main de votre enfant dans la
la rue en disant en fait c'est chouette, c'est agréable, c'est piéton, c'est végétal, ils peuvent faire du vélo, de la trottinette, il y a les gens qui peuvent aussi s'installer dehors quand il fait beau, boire un verre, partager, retrouver ces espaces de convivialité dans les grandes métropoles. Clairement, ça change la vie des gens. Moins de 27% des Parisiens avaient une voiture. Plus de 90% de l'espace public étaient des places de stationnement ou des places réservées aux bagnoles. Je veux dire, c'est quand même absolument aberrant. Et moi, mon meilleur exemple, à chaque fois, mon parfait démonstrateur, c'est mon fils de 9 ans, qui, il n'y a pas longtemps, a vu des photos des quais de Seine avec les voitures dessus. Il m'a dit, mais c'est quoi ça ? Je lui ai dit, avant, c'était une autoroute urbaine. Il m'a dit, mais vous êtes fou ? Je lui ai dit, oui, tu as raison. Et aujourd'hui, pour lui, il se baigne dans la Seine, il fait du vélo sur les quais, il a sa rue aux écoles et il ne comprend pas que ça a pu être différent avant. Et je crois que la victoire, elle est là. Et la réalité des Parisiens, c'est qu'ils sont beaucoup plus radicaux que les politiques publiques que nous, on prône. Merci Lamia El Harraj. On reviendra. Là, c'est vraiment un premier tour pour poser tous les éléments de la conversation. Et je note qu'on peut se baigner dans la Seine à partir du 5 juillet, surtout. Alors lui, exactement, venez, je me suis baignée l'année dernière et tout va bien. Je pense pas. Mais le 5 juillet, on peut tous aller se baigner. Pas partout dans la Seine non plus, et pas avec les silures Bras-Marie, forcément. Juste devant l'hôtel de ville. Et vous ne serez pas mangé ni par des silures ni par des requins, c'est promis. C'est promis. Bertrand Rigal, on le voit là, on voit comment l'urbanisme peut devenir vraiment un vrai levier climatique avec un cadre réglementaire. Comment le cadre réglementaire peut actionner tout ce qu'il faut. Mais pour agir, il faut aussi, et ça c'est votre exemple qui va le montrer, il faut bien comprendre où sont les vulnérabilités. Donc la première étape, c'est modéliser tout ça. Et vous avez mené ce travail, et alors je crois qu'on a quelques petits slides. Vous avez mené un travail croisé avec Météo France et le CEREMA. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il a révélé? Je vous laisse commenter en quelques minutes. Merci. Peut-être juste avant pour poser le décor, la communauté urbaine du Grand Reims, c'est une communauté urbaine de 300 000 habitants, 143 communes, communauté urbaine très rurale puisque la ville-centre Reims fait 180 000 habitants et on a 111 communes de moins de 1000 habitants. Donc c'est une communauté urbaine très rurale. Donc là on imagine déjà le défi en termes de concertation et d'intelligence du groupe. Tout à fait. Et nous en sommes d'ailleurs bientôt à l'étape du PLU intercommunal à 143. Là, on vient de boucler le schéma de cohérence territoriale. Voilà, sacré défi. Mais c'est l'outil qui nous permettra encore plus de passer à l'acte. Alors effectivement, avec Météo France et le CEREMA, on a mené un travail sur l'exposition au risque d'îlots de chaleur urbains. Bon, pourquoi? Parce qu'il y avait un travail préalable de Météo France et du CNRS qui disait qu'on était en 5e position dans les 42 aires urbaines les plus exposées au risque d'îlots de chaleur urbains. Donc on a voulu modéliser, objectiver tout ça et le préciser. Ce travail, donc j'ai mis trois cartes. Donc la première qui montre la carte établie avec Météo France sur le centre de la communauté urbaine, donc vraiment là où on a la continuité du tissu urbain. Donc une modélisation spatiale avec une résolution de 100 mètres. Ce que l'on voit, je vous la fais courte, hein. En été normal, on a un effet d'îlot de chaleur urbain dans certains quartiers de Reims d'ordre de 4 degrés, plus 4 degrés par rapport à ce qui se passe à la campagne entre les villages, on va dire, et plus 7 degrés en période caniculaire. On a rejoué la canicule de juillet 2019. Ça a permis de voir ce que vous voyez en rouge foncé sur cette cartographie, qu'on a l'hypercentre qui est très exposé, plus 2 autres quartiers. On a aussi, et ça c'est une grande surprise, des communes périphériques qui sont parfois entourées d'ailleurs de végétation, mais qui sont très exposées. C'est la reconstruction aussi de 1920-1930, puisqu'on était sur la ligne de front, donc tout a été dévasté en 14-18. On n'a pas reconstruit forcément avec les meilleurs matériaux. Également, on voit l'impact des îlots de fraîcheur. Ça c'est très important et ça rejoint le travail, enfin la ligne qui a été fixée par le maire de Reims, Arnaud Robinet, président de la communauté urbaine, c'est le programme Reims Nature, c'est d'avoir des îlots de fraîcheur, ça rejoint ce que vous faites à Paris, et d'avoir donc des espaces verts à moins de 300 mètres de chaque habitant. Donc on le voit notamment, enfin je ne vais pas détailler la géographie de Reims, mais on voit aussi l'effet de la coulée verte, là où passe la Velle, qui est une petite rivière, et le canal qui date de Louis-Philippe. Et ce qui est important, c'est que c'est un canal gabarit Fraissinet, donc il n'y a pas beaucoup de transport dessus maintenant. Mais ce qui est important dans le projet du maire, c'est les berges du canal, c'est de retourner la ville vers cette ressource aquatique. Donc c'est un grand projet qui est en cours. On va passer au slide suivant, oui. Voilà. Alors on a croisé avec le CEREMA, c'est un travail exploratoire, la carte du risque d'îlots de chaleur urbain de Météo France avec une cartographie de vulnérabilité. Alors pour ça, on a pris 2 facteurs
donc socio-démographiques. Un premier, l'âge. On sait par l'épidémiologie que les plus de 80 ans et les plus jeunes, moins de 5 ans, sont les plus exposés à la surchauffe urbaine, parce que ce n'est pas uniquement la nuit, l'îlot de chaleur urbain, c'est nocturne, mais enfin, il faut regarder plus globalement. Et on sait aussi, on a pris la carte des ménages les plus pauvres, la carte INSEE, donc 60% du revenu médian, et on a croisé tout ça avec une pondération. Petite parenthèse en passant, Reims intramuros, nous avons 43% de logements sociaux dans Reims intramuros. Donc la question de la précarité des ménages se pose. Et ça nous a permis de sortir cette carte qui montre la vulnérabilité. Alors plus c'est rouge, plus c'est foncé, pire c'est. Ça nous a permis de bien cibler les zones à enjeu, notamment les quartiers prioritaires en matière de politique de la ville. Et parfois, grande surprise, des zones aménagées relativement récemment, notamment un écoquartier. Il a été pensé pour notamment éviter les consommations d'énergie l'hiver, mais pas forcément bien pensé par rapport à la forme urbaine, la forme architecturale, les corridors pour le vent, l'orientation. Il n'a pas forcément été bien pensé par rapport à cela. Et puis, dernière cartographie avec Météo France, c'est qu'on a étendu l'exercice à la surchauffe urbaine diurne. Donc, c'est un indice, alors c'est traduit en température, mais ce n'est pas la température telle qu'on l'aperçoit telle qu'elle. Ça tient compte de l'exposition au rayonnement, au vent, à l'humidité et à la température. Et à partir de là, mais là aussi, plus c'est foncé, pire c'est, ça permet de voir, en général c'est à 13 heures, le maximum d'exposition. On s'en est bien tiré en 2019 parce que la canicule a duré 6 jours, donc en termes de morbidité, mortalité, il n'y a pas eu grand-chose. On aurait eu un épisode de 15 jours de canicule comme en 2003, entre le 2 et le 15 août 2003. Ça aurait été beaucoup plus terrible. Voilà. Et alors, merci à l'équipe en régie pour nous aider à passer ces slides. Qu'est-ce que vous en faites maintenant de toutes ces données, toutes ces modélisations? Là, vous avez identifié les zones les pires. Alors, comme je l'ai dit, nos élus n'ont pas attendu ce travail, naturellement. J'ai parlé de Reims Nature, et au niveau du Grand Reims, il y a la gestion des eaux pluviales en milieu urbain, ce qu'on appelle le plan pluie, avec un règlement d'urbanisme. Le but, c'est d'infiltrer la goutte d'eau qui arrive au plus près de là où elle tombe. On démonte des ouvrages, on infiltre. Donc là, ça a permis de cibler beaucoup mieux les zones à enjeu et de définir des priorités. C'est aussi un élément de concertation, puisque ça permet entre les différentes directions du Grand Reims et également avec nos partenaires, avec les bailleurs sociaux, de partager une sorte de référentiel objectif. Sauf à mettre en cause la science et la modélisation, mais ça c'est un autre débat. Merci Bertrand. On reviendra notamment sur le point de la concertation, parce que j'imagine que ça ne se fait pas tout seul non plus, puis après il faut faire encore redescendre tous ces chiffres-là auprès des citoyens pour qu'ils comprennent les enjeux d'aménagement. Là on va changer d'échelle avec vous, Alexis Goldberg. Vous, chez Engie Solutions, vous travaillez sur des infrastructures qui sont déjà opérationnelles, qui participent vraiment à la résilience de la ville. Et on va parler, alors, je ne connaissais pas, mais bon, je ne suis pas expert, mais je ne connaissais pas. Vous défendez vraiment une approche autour des réseaux de froid. Oui. Alors déjà, c'est quoi et pourquoi cette technologie est-elle sous-estimée? Pourquoi je ne la connais pas, en gros? Alors, vous ne la connaissez pas parce qu'on en parle très peu. Donc, il n'est pas étonnant que vous ne connaissiez pas cette infrastructure urbaine. En France, aujourd'hui, on en compte 43. Si on vous parle des réseaux de chaleur, vous devez peut-être plus connaître. Il y en a à peu près 1000 en France. Donc, en fait, c'est un procédé qui est très peu connu du grand public. Je vais dire moins connu des collectivités. Alors, on a la chance ici à Paris d'opérer le premier réseau de froid d'Europe, enfin, à une échelle européenne classé numéro 1, et donc le réseau de fraîcheur de Paris. Et ce sont des réseaux qui sont donc très vertueux. Le principe est simple, hein, ça va être une unité de production, une ou plusieurs unités de production. Elles vont être mutualisées. Elles vont produire du froid, voire être en capacité aussi d'en stocker. Et elles vont utiliser soit de l'électricité pour le produire, généralement alimentée en électricité verte, et puis aussi utiliser des ressources locales. Par exemple, si vous regardez par la fenêtre, on peut voir la Seine qui est à côté, et on va utiliser la fraîcheur
de la Seine pour alimenter des bâtiments qui vont être accordés à ce réseau de froid. Et c'est quoi les résultats qu'on commence déjà à observer avec ce les résultats qu'on observe quand on utilise un réseau de froid, que ce soit ici à Paris ou pour les autres les réseaux, c'est qu'on va utiliser 2 fois moins d'énergie électrique qu'avec une clim ou une solution autonome. On va être 97% plus efficace en termes d'efficacité énergétique. On va émettre jusqu'à 10 fois moins de fluide frigorigène et on va utiliser des solutions qui vont être de plus en plus naturelles. Donc, voilà ce qui est déjà mesurable. Maintenant, moi, j'avais envie d'aborder un sujet qui a été vu tout au long de la matinée et qu'on a encore présenté lors de la précédente présentation, ce sont les solutions dites passives. Donc on a parlé de végétalisation, on a parlé également de solutions de peinture, par exemple, pour atténuer la température. Donc ça, ce sont des solutions dites passives qui fonctionnent parfaitement, mais qui ont aussi leurs limites. Si je prends un exemple, on voit bien que quand on peint un toit en blanc, on arrive à diminuer de l'ordre de 7 degrés, ça peut aller jusqu'à 7 degrés de moins, notamment sur des centres commerciaux. Maintenant, on aurait du mal à concevoir une ville où on peindrait également les façades. Et vous voyez tout de suite l'effet, vous vous baladez à 12 heures dans une ville complètement blanche, ça ne fonctionne pas. Sur la végétalisation, j'ai été surpris, même troublé, d'une étude récente qui a été menée par le CEREMA à Libourne, dans une cour d'école, et qui montrait les effets de la végétalisation. Donc il y a des effets notables, hein, quand par exemple vous avez une journée, vous vous levez, il fait 18 degrés, et puis au milieu et fin de journée, il fait 30 degrés. Vous avez un effet par la végétalisation, la mise en place d'arbres et l'évapotranspiration de l'ordre de 0,5 à 2 degrés. Si vous avez une journée vous démarrez votre journée à 20 degrés et qu'en fin d'après-midi vous êtes à 35, vous arrivez à avoir une atténuation de 3 à 5 degrés. Donc c'est considérable. En revanche, si vous dépassez ces 35 degrés et que vous êtes en plein épisode caniculaire à 40 degrés, il n'y a plus d'atténuation. On est à un effet nul. Donc ça montre aussi la limite de chaque système. Et là où je pense qu'il faut qu'il y ait une sorte de symbiose énergétique, oui, c'est-à-dire qu'il faut travailler aussi bien le passif que sur des solutions actives, et notamment les réseaux de froid. J'ai cru un instant que vous tapiez sur les actions passives, alors que pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'est travailler ensemble. La cohérence et la coordination entre les différents modèles. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, assez rapide, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accélérer l'adoption de la compréhension déjà de ces réseaux de froid, avant même de toutes les autres actions, par les urbanistes, les architectes et peut-être les élus aussi? Alors déjà communiquer, mais j'ai ma voisine qui le fait très bien avec sa plateforme, et puis et l'État s'en est aussi s'en est emparé. Maintenant, tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question du mot, mais il faut que ce soit anticipé. On voit bien que ces solutions-là, elles doivent être, c'est un système un peu holistique. Il faut travailler sur plusieurs pans. À l'image de ce qui se fait sur un plan climat ou un plan bioclimatique, ce sont des choses qui sont anticipées, qui sont travaillées sur la durée. Donc, ce sont les clés de succès. Anticipé, on y revient. Merci beaucoup, Alexis. Élodie Brich, vous, on le voit, là, on vient de voir comment un réseau structurant peut devenir un outil de rafraîchissement urbain. Mais on voit que tous les territoires n'ont pas forcément de réseau, qu'il y a plein d'autres actions possibles. Et vous, à l'ADEME, vous développez, on l'a vu dans une précédente session avec David Marchal, on l'a vu, vous développez un tas de programmes d'accompagnement et de ressources également. Vous pilotez Plus Fraîche Ma Ville. C'est quoi Plus Fraîche Ma Ville? C'est quoi cette plateforme Plus Fraîche Ma Ville? Alors, Plus Fraîche Ma Ville naît d'une démarche d'innovation. Donc, c'est une start-up d'État. Qu'est-ce qu'une start-up d'État? L'objectif, c'est de créer un service numérique public. Là, en l'occurrence, ce service numérique public d'aide à la décision va accompagner les agents et les élus de collectivité dans leur choix de solutions durables et pérennes pour le rafraîchissement urbain.
Donc une start-up d'État, comment ça fonctionne? C'est une méthode, c'est-à-dire qu'un agent public, en l'occurrence moi, qui est aussi une autre casquette, je suis coordinatrice en recherche et développement en urbanisme durable, on est détaché sur un certain pourcentage de notre temps pour piloter une équipe du numérique, donc avec différentes personnes et des métiers du numérique, donc développeurs, designers, chargés de déploiement. Et l'objectif, ça va être de co-construire en permanence ce service numérique d'aide à la décision avec nos cibles. Donc avant de le démarrer et avant d'avoir le go pour construire ce service numérique public, on a interrogé plus de 600 collectivités. Ces 600 collectivités, on a fait remonter leurs problèmes. On ne s'est pas intéressé à leurs besoins, on a vraiment cherché à comprendre quels étaient leurs problèmes. Donc le problème numéro 1, c'est le nerf de la guerre, c'est je manque de financement. Et les problèmes suivants, c'était je n'ai pas de temps. Il existe beaucoup d'informations, mais je ne sais pas laquelle choisir. Et il y a un certain turnover aussi dans les collectivités, donc j'ai besoin de me former parce que je ne connais pas le sujet. Et donc avec Plus Fraîche Ma Ville, on a décidé d'apporter un support numérique où finalement l'information est centralisée de manière à aider à la décision. C'est-à-dire qu'on accompagne désormais avec un espace projet à chaque pas à pas dans un projet urbain, les agents et les élus de collectivité pour un passage à l'action raisonnée. Alors on ne remplacera jamais un bureau d'études sur quelque chose de très précis, mais on permet déjà de débroussailler le terrain et finalement on fait gagner du temps, donc on fait gagner de l'argent et surtout on permet à des petites et moyennes collectivités qui sont notre cœur de cible d'avancer sur la question de la transition écologique et notamment sur l'adaptation au changement climatique par la thématique du rafraîchissement urbain. Parce que dans notre set de solutions, donc on a à peu près 45 solutions de rafraîchissement urbain sur Plus Fraîche Ma Ville, on a des solutions qui vont contribuer aussi à l'atténuation au changement climatique, mais qui vont aussi avoir un impact sur d'autres risques, tels que celui des inondations. Donc c'est ça aussi la puissance du service numérique public, c'est qu'on va remplir plusieurs objectifs d'une collectivité. À l'heure actuelle, on accompagne plus de 600 agents de collectivité dans plus de 400 collectivités, donc ça représente plus de 12 millions d'habitants. Si on rationalise finalement le nombre d'habitants par rapport au nombre de collectivités accompagnées, et il y a une certaine émancipation ou d'émulation intellectuelle qui se crée aussi entre les agents de collectivité. C'est une sorte de communauté, c'est-à-dire que par cet accompagnement, les collectivités vont pouvoir discuter entre elles, apprendre des autres, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on incite les collectivités à communiquer sur ce qui ne fonctionne pas. Parce que bien évidemment, une solution est quelque part unique. On ne peut pas réellement faire de la réplicabilité parfaite. Mais par contre, en fonction d'un type de climat, d'un zonage, de certaines contraintes, on peut s'inspirer des autres. Et ça fonctionne très bien, notamment sur la rubrique de Plus Fraîche Ma Ville qui concerne les retours d'expérience. Les élus, parfois, vont dire à leurs agents, regardez ce retour d'expérience, j'aimerais faire la même chose. Et nous, avec ce service numérique, on accompagne l'agent à voir s'il est possible déjà de discrétiser un certain nombre de solutions et de voir de catégoriser les premiers éléments d'un cahier des charges. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur ce partage d'expérience, on va avoir un gain de temps et un gain d'argent. Par exemple, certaines collectivités se partagent désormais des études préréalisées en interne. Notamment, quelles seraient les espèces végétales dans un climat méditerranéen qui évolue sur mes cours d'école. Donc, quand on accompagne les collectivités, elles se partagent leur cahier d'expérience. C'est parfait, Elodie, parce que je voulais vous poser 2 questions de plus et vous venez d'y répondre, donc merci beaucoup. On y reviendra. Alors Bart, un Plus Fraîche Ma Ville à l'échelle mondiale, c'est fait ou ça serait une bonne idée à mettre en place pour partager? Parce que pour vous, le retour de l'expérience locale alimente les rapports, alimente la connaissance et est utile. Oui, c'est un exercice très utile. C'est ce que l'on essaie de répliquer également dans ce rapport, dans le rapport spécial.
Vous parlez du fait que les municipalités peuvent s'inspirer en fonction les uns des autres du contexte et comme on l'a vu ce matin, on a un chapitre dédié à cela, utiliser des études de cas et nous parlons beaucoup d'une plateforme pour partager les études de cas. Donc imaginez par exemple que l'on pourrait construire une espèce de liste. Il y a eu le discours d'Hélène juste avant, où il y avait beaucoup de similitudes par rapport à la croissance urbaine et la manière dont cela est géré dans les pays du Nord et les principes qui ne sont pas nécessairement utilisés dans d'autres contextes et d'autres pays et qui devraient être utilisés et vice-versa. Les pays qui pourraient utiliser l'expérience d'autres pays qui se sont réchauffés lorsque l'on parle d'atténuation des températures. Donc on peut vraiment apprendre les uns des autres et de rendre les villes plus vivables dans des situations où 50 degrés peut être atteint chaque année. Donc je vois beaucoup d'intérêt et de mérite au niveau des rapports d'avoir ces études de cas, mais je me sens un petit peu aussi parfois dépassé par tous les exemples, toutes les options dont on a déjà parlé aujourd'hui. Ça fait 4 heures là, par exemple, et lorsque vous avez fait toute une carrière dans un domaine, vous avez vu tellement de choses, tellement d'informations, et parfois on ne sait plus quoi choisir, quelles informations choisir. Donc je pense parfois qu'il faut faire attention également au message. D'un point de vue scientifique, donc de compiler des rapports, il faut être très rigoureux, s'assurer que tous les matériaux pertinents ont été inclus dans un rapport. Ça n'est pas toujours utile, en fait, d'être aussi exhaustif quelque part. Bien que l'on apprécie le fait que la ville est un système holistique, parfois un maire n'a que 24 heures pour prendre à peu près 16 décisions. Donc parfois il faut aussi réfléchir à comment est-ce que l'on peut rendre acceptable le fait que les choix s'inspirent des autres, parfois des études de cas, sans atteindre la perfection et le côté très exhaustif. Donc le mot courage, c'est ce que vous avez dit, on ne sera jamais sûr que ce sera la solution parfaite, mais au moins vous êtes sûr que cela est pertinent de s'investir là-dedans. Donc, au niveau de mon programme du GIEC, je veux présenter donc le matériel pour pouvoir trouver de l'inspiration, mais également réfléchir à se le représenter pour que ce soit acceptable de ne pas tout savoir finalement. Et donc il y a un aspect psychologique et éthique là qu'il faut prendre en compte. Vous parlez de la difficulté de l'agenda d'un maire. Madame l'adjointe au maire l'a mis à la rage. Je sais que dans 5 minutes, vous devez nous quitter. Alors, j'ai envie de vous poser une question et après, on prolonge cette grande conversation tous ensemble. Là, on a quelque part parlé également du mot communauté, quoi. C'est faire collectif, faire une communauté de citoyens, une communauté de collectivités, avoir des plateformes pour nous rassembler, partager les expériences. Qu'est-ce que vous apporte, qu'est-ce qu'apporte à l'adjointe à l'urbanisme que vous êtes, le fait de faire partie du C40, par exemple? On a vu un certain nombre d'exemples proposés par Hélène Chartier tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous? D'abord, tout à l'heure, j'évoquais la question du courage. Parce que je vous ai décrit les quais de Seine piétons comme étant une évidence. Sauf que j'aimerais quand même qu'on se souvienne qu'il y a de ça quelques années, on a été traîné devant les tribunaux.
par notre opposition locale et par un certain nombre de collectifs de citoyens qui considéraient que c'était à contre-courant de l'histoire. Quand on a commencé la piétonisation de rue dans Paris, on nous a traités de fous. On avait des pétitions contre la piétonisation d'un certain nombre de rues à Paris. Aujourd'hui, on a des pétitions qui nous demandent de créer des rues aux écoles. Donc, cette question de courage, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'elle est basée sur une vision politique, sur une volonté et une ambition, et sur une forme de solidarité avec des collectivités comme celles qui participent au C40, qui, du coup, nous aident à dire on va dans le bon sens et ensemble on avance et notre responsabilité, elle est historique. C'est-à-dire que si vous et moi, nous ne faisons rien, nos enfants, nos petits-enfants ne pourront plus vivre dans nos villes. Ce n'est pas juste une question de désirabilité de ville, comme j'entends parfois. C'est un enjeu de survie de notre espèce, en réalité. Quand il fera 50 degrés à Paris demain, vous ne pourrez plus y vivre, et moi non plus. Donc l'enjeu, il est là. Et quand je vois des exemples, tout à l'heure, Hélène a montré la question des ombrières qui sont posées dans l'espace public, par exemple à Barcelone et dans beaucoup de villes d'Amérique latine, c'est quelque chose que nous, on regarde de très près en ce moment. Donc on va travailler avec l'APUR, qui est l'Agence parisienne d'urbanisme, à une étude sur la transformation de... Enfin, comment est-ce que l'ombre, en fait, a aussi un impact sur l'évolution de la ville. Par exemple, en ce moment... On est en train de réfléchir à l'évolution de la rue de Rivoli, qui est désormais à piste cyclable, mais qu'il faut qu'on retravaille sur le plan urbanistique, parce que c'est des choses qui avaient été faites de façon transitoire. Et c'est poser la question, c'est Madeleine Masse, de l'agence Seuil, qui a travaillé sur ce projet, qui a fait un certain nombre de propositions, et qui, à un moment, avait fait un dessin qu'elle m'a montré avec des ombrières. Je lui ai dit, mais t'es folle, jamais on arrivera à mettre ça à côté du Jardin du Luxembourg. Et en fait, quand je vois ce qui est fait dans d'autres collectivités, je me dis qu'il faut qu'on avance. Il faut une certaine folie, peut-être aussi. C'est peut-être une part de folie, mais je pense qu'on n'aura pas le choix en réalité. Quand vous regardez aujourd'hui nos rues, très clairement, si on veut qu'elles restent vivables demain, il va falloir aller au-delà de la végétalisation et être en capacité d'inventer de nouvelles façons de créer de l'ombre. Même à la surface, on a de très gros débats en ce moment avec les ABF, les architectes des bâtiments de France. En gros, c'est des gens, quand on interroge, en général, on nous dit non. Donc on essaye de travailler avec eux sur comment est-ce qu'on peut les amener à dire oui en tenant compte et du patrimoine et des enjeux de transformation, des enjeux climatiques. Pardon. Et typiquement, si vous saviez la bataille que ça a été pour réussir à installer des persiennes, des rideaux à l'intérieur des bâtiments haussmanniens, on se dit il y a peut-être là-dessus quelque chose sur lequel il faut qu'on avance. Et typiquement, on accompagne une jeune start-up qui s'appelle Roofscapes, qui travaille avec nous sur la végétalisation des toits. Et dans le cadre des architectures parisiennes exemplaires, qui est le démonstrateur de PLU qu'on a voulu mettre en place, on travaille avec eux sur un projet qui est dans le 10e arrondissement, qui est l'installation d'un toit végétalisé sur un immeuble haussmannien. Donc j'ai hâte de voir les échanges que ça va donner. En tout cas, personnellement, je suis déterminée à ce qu'on avance. Nous allons végétaliser les toits de Paris. Nous allons végétaliser les toits de Paris. Ça se fera dans les 10 prochaines années. Nous allons installer des surfaces ombragées devant l'haussmannien. Nous n'avons pas le choix. Sinon, nous ne pourrons plus y vivre. Donc là, ce n'est pas juste un enjeu de patrimoine ou d'architecture. Le patrimoine, c'est de la pierre, c'est un héritage. Nous avons cette chance-là d'être dans une ville extrêmement patrimoniale. Mais le patrimoine, si plus personne n'est là pour en profiter, ça ne sert à rien. Donc le patrimoine, il doit s'adapter aux enjeux climatiques et aux usages modernes. C'est seulement à ce prix-là qu'il sera encore vivable demain et pas juste désirable. Et vous me permettez comme ça de rajouter deux mots, conviction et détermination. Merci beaucoup, Lamia El Arabi. Merci à vous. Merci. Merci. Je sais que Bertrand Régal, vous vouliez rebondir sur cet aspect des choses. Enfin, rebondir sur les propos de Barthes et oui. Effectivement l'appropriation des travaux remarquables du GIEC, mais qui sont très considérables. C'est de la science, donc c'est incontestable, ça donne lieu à controverse, mais après, il y a une convergence quand même sur pas mal de réalités. Est-ce que je vois à la lumière de la mise en place, par exemple, d'une ZFM, d'une zone à faible émission à Reims en 2021, vous avez beau expliquer aux gens qu'en baissant les concentrations en dioxyde d'azote de, je sais pas, 40 microgrammes par mètre cube d'air à 20 microgrammes, que ça va aller mieux, que vous éviterez 40 000 morts par an, ça ne suffit pas. Il faut absolument réintroduire ou introduire de la sociologie, de la psychologie, de l'anthropologie dans le discours, enfin dans l'échange avec le citoyen. Sinon, on n'y arrive pas. On peut avoir raison scientifiquement, mais le message ne passera pas. C'est retour d'expérience. Merci Bertrand Régal. On va prendre d'abord une question dans la salle.
ici dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Paris. Moi, j'ai ma correspondante en duplex, Lilou qui a 16 ans et qui suit tout le colloque depuis ce matin. Mais Lilou, on est mercredi. Pardon. Je me permettais. Depuis Lilou, alors on passera à la question, à une question, oui. Lilou, depuis ce matin, nous parlons d'îlots de fraîcheur en plantant des arbres pour peut-être 50 ans ou dans 50 ans. Mais connaissons-nous les variétés, les espèces à planter pour résister au changement climatique chez nous? Donc j'imagine à ce qui va se passer. Si on plante un arbre maintenant, il faut savoir que l'essence de cet arbre pourra vivre dans 50 ans. Qui veut Élodie? Alors, comme l'a évoqué ce matin David Marshall, il existe un outil du CEREMA qui traite de cette question, donc Sésame. Après, ce que je me permets d'ajouter, parce que j'entends beaucoup parler de plantons, de 100 000 arbres, de la végétalisation des villes. Alors certes, le végétal va apporter de la fraîcheur, va apporter du bien-être en ville. Mais ce qui est intéressant, et surtout il ne faut pas l'oublier, c'est que, et c'est ce qu'on essaye vraiment de mettre en évidence sur Plus fraîche ma ville, c'est que le végétal n'est pas possible partout en ville. Alors pour plusieurs raisons. Parfois le sous-sol est encombré, parfois il existe des contraintes des architectes de bâtiments de France. Et donc nous, ce qu'on prône sur cette plateforme numérique, c'est de combiner les différents types de solutions. Donc pour rappel, il existe différents types de solutions. Les solutions vertes liées au végétal, les solutions bleues liées à l'eau, les solutions douces qui vont être des changements de pratique des usagers de la ville au sein des territoires, et les solutions grises qui vont jouer davantage soit sur les formes urbaines, soit sur les matériaux et revêtements. Parce que finalement, planter, c'est intéressant. Si on arrive à des chiffres sur les engagements politiques, si on arrive à 100 000 arbres, ce qui est intéressant, c'est de voir après 2 ou 3 canicules, finalement, quel est le chiffre restant. Parce que bien souvent, les arbres plantés, les premières années, on a besoin de s'en occuper. C'est-à-dire lorsque ce sont des jeunes pousses, il est nécessaire de s'en occuper, donc de faire attention à la possible raréfaction de la ressource en eau et être bien certain que les arbres plantés seront là encore dans 30 ans et surtout avoir bien choisi les espèces. On en revient à l'anticipation nécessaire. Voilà, donc c'est surtout ça que je voulais préciser, c'est qu'il est très important de combiner les différents types de solutions, notamment là où le végétal n'est pas possible et ne sera pas possible plus tard. La façade végétalisée ne sera pas possible d'entretemps partout en fait. Merci Élodie Brich. Alexis Goldberg, alors c'est pas une question, mais en ligne, il y a peut-être Jourdain qui va rentrer en contact avec vous parce que visiblement les réseaux de froid, il est bluffé. Et à Douala au Cameroun, c'est quelque chose qui l'intéresse. Pardon, hein, c'est tout frais, ça arrive. Il y avait une question là-bas, madame, une main qui se lève. Bonjour, moi je suis hydrogéologue retraité. Et ma question était pour Monsieur Bart van den, qui représente Deltares. Et je crois que pour ce qui concerne la communication et l'entraînement des populations, des particuliers, moi il me semble, d'après ce que j'ai lu sur vous, que le deltaplan est un très bon exemple de subsidiarité dans la population. Merci pour votre question. Ce qui permet de nous parler de deltaplan, Bart. Je crois que j'ai besoin d'un peu plus de contexte pour la question, en fait. Un peu plus de contexte pour cette question. Est-ce que vous voulez dire le programme national Delta, c'est ça? Et la manière dont vous communiquez sur Internet, l'expérience que vous avez eue? D'atteindre des sommets, mais que with little things we can reach high. Pas forcément spectaculaire, mais efficace. Merci pour la traduction également. Il y a beaucoup d'exemples où effectivement les petits actes individuels peuvent avoir beaucoup d'effets, oui. Il faut que je réfléchisse à des bons exemples. Ou ils peuvent venir un petit peu plus tard.
Maybe you can think about it and answer later, no problem. Je reviens vers vous, oui, tout à fait. On va prendre une autre question au deuxième rang. Il y a 2 mains qui se lèvent et on peut prendre les 2 questions coup sur coup et après on reviendra vers vous, Bart. Bonjour Madame, Messieurs, je m'appelle Maria Belova et je participe du mouvement international Société créatrice et d'Allatra et j'ai la question suivante pour vous. Connaissez-vous les normes dangers que représente l'épandage sibérien? L'épandage sibérien? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait... Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler en quelques secondes? Oui, quelques secondes. Ce que se disent les scientifiques d'Allatra et l'estimé Dr Egon Chilakan, la menace d'un hiver volcanique existe, pas qu'en Russie, mais ça peut faire un impact dans tout le monde et même en Europe. Ça peut être un hiver volcanique. Donc, mais il y a une proposition de faire le dégazage du panache magmatique. Ouais. C'est peut-être un petit peu éloigné de nos territoires et de nos centres d'expertise quelque part, mais je suis assez persuadé qu'il y a forcément un expert dans la salle qui va pouvoir vous aider à répondre à votre question. Et nous allons demander à Madame à côté de vous. Merci beaucoup. Thank you very much for all the presentations. Pour les présentations, je suis architecte. Je voulais savoir à quel point les simulations avancées de simulation sont utilisées, notamment les duplications numériques, pour projeter et mieux comprendre l'efficacité des solutions qui sont utilisées, même pour faciliter la collaboration entre les différents services parfois. Merci beaucoup. Peut-être vous voulez, parce que vous pouvez sans doute y répondre, je pense aussi un petit peu. Sur la modélisation, donc nous oui, avons... Et sur l'impact derrière. Alors, sur la modélisation, nous avons fait un travail et donc avec le CEREMA et Météo France. Donc on utilise des ressources numériques. Météo France a des modèles extrêmement performants. Donc là, c'est le modèle Clou. Avant, on a utilisé un modèle statistique à l'échelle de l'ensemble de la collectivité. On travaille, je ne l'ai pas dit, mais parce qu'il faudrait faire une présentation beaucoup plus longue, on travaille également avec Atmo Grand Est, qui est l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air, qui fait de la modélisation. D'ailleurs, ils utilisent le supercalculateur scientifique de l'Université de Reims. Et on a croisé d'ailleurs les données de vulnérabilité que je vous ai montré tout à l'heure avec la carte stratégique de la qualité de l'air sur un indice composite de 3 polluants, donc le dioxyde d'azote, les PM10, PM2,5. Et ça permet de voir les zones les plus exposées et quel est le pourcentage de la population est exposée à la fois aux polluants et il y a 7 catégories d'intensité, enfin 7 niveaux d'intensité de polluants, et également au phénomène d'îlots de chaleur urbain. On n'a pas pris l'ozone, parce que l'ozone, il y a beaucoup de zones qui se forment en période caniculaire, mais on n'a pas la main sur l'ozone. Par contre, on a parlé des solutions grises, réduire les émissions liées au transport en oxyde d'azote, ça on y peut quelque chose en matière de politique publique, avec les transports en commun notamment. Merci Bertrand. Elodie, un petit mot? Oui, je ne sais pas si l'intervention concernait les jumeaux numériques, mais il me semble que, si, ça peut, oui. Que l'objectif est de regarder ça. Donc effectivement, d'utiliser les jumeaux numériques, c'est une avancée dans la modélisation climatique. Après, ce que je trouve qui est très pragmatique sur les partages d'expériences, et notamment lorsque l'on cible les agents et les élus de collectivité, c'est de regarder les analogues climatiques. C'est-à-dire de regarder, donc il y en a certains qui ont été présentés ce matin, de regarder quel sera le type de climat de Marseille, par exemple, à 2070-2100, et d'essayer d'aller s'inspirer des solutions qui sont mises en place dans des villes qui ont des similarités de proximité de la mer, de nombre d'habitants, et essayer de s'inspirer entre porteurs de solutions. Alors on va retomber bien évidemment sur de l'architecture vernaculaire et réenfoncer finalement des portes ouvertes, mais finalement c'est intéressant d'aller rechercher ces solutions ancestrales architecturales. Et ça peut s'appliquer aussi dans le futur. C'est exactement ce qui se passe sur les ombrières en Espagne.
Les ombrières espagnoles, elles sont bien développées. Il y a des apprentissages à garder en tête pour des villes françaises sur ces types d'ombrières. Merci Elodie. Bart, peut-être un élément de réponse pour madame. Et puis, moi j'ai envie que vous nous parliez de deltaplane. And I want to talk about deltaplane as well. Je peux essayer de combiner les deux. Et si la réponse sur le deltaplane n'est pas ce que vous souhaitiez, on pourra en reparler. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'expérience à la fois avec des jumeaux numériques, mais également en utilisant des technologies pour les municipalités, pour les organisations de citoyens, pour avoir des visualisations sur le moment des différents scénarios d'adaptation. Donc un petit exemple, par exemple, donc une ville côtière aux États-Unis, là dans ce cas-là, mais ça peut s'appliquer partout, avec beaucoup d'inondations, des hauts niveaux de montée des eaux. Et donc, avec beaucoup de monde autour, donc il y a beaucoup d'options pour protéger la ville. On peut construire des murs, on peut élever des parties de la ville, etc. etc. Mais comme le sondage qui a été présenté tout à l'heure, en amenant beaucoup d'idées, parfois une petite idée peut faire une très très grande différence. Et ça ressort dans ces processus de co-création. Et dans ce cas-là, c'était très pertinent de comprendre ce qui est très important dans cette communauté. Par exemple, si on regarde une ville et avec une zone d'inondation et on calcule simplement les dommages calculés chaque année faits par les inondations, alors ceux qui ont une valeur plus élevée va ressortir parce que c'est là où ça peut ressortir parce que la valeur est plus élevée. Mais d'autres se sont demandé combien de temps je devrais travailler jusqu'à ce que ce soit réparé. Et donc là, cela devient plus normal. Et dans ce cas-là, on peut également intégrer les zones un petit peu plus vulnérables, plus pauvres de la ville pour réparer également les dommages liés à ces inondations. Donc il y a cette sensibilité. Donc même en tant que scientifique, c'est difficile d'avoir ça en tête parce que parfois on n'est pas forcément en lien avec la réalité sur le terrain. Il y a des différences pour ceux qui gagnent beaucoup d'argent lorsqu'il y a des dommages à 100 000 € ou lorsqu'on gagne 10 000 € par an. Vous voyez ? Donc je trouve que ces inspirations sont très utiles. C'est important d'aller chercher cela. Il est temps de conclure. À vos côtés, le temps passe. Enfin, il n'est pas du tout relatif. Il passe toujours à la même vitesse finalement. J'ai une petite question courte. On a commencé par là. Ça sera peut-être le même mot d'ailleurs, parce que j'ai envie de vous demander s'il y avait un mot que vous aimeriez entendre plus souvent dans les réunions sur l'urbanisme. Un mot. Idéalement qui soit différent de votre mot de tout à l'heure, parce que sinon c'est trop facile. Bertrand, on commence avec vous. Bertrand Régal. Biodiversité. Ne serait-ce que pour le cycle de l'eau, pour l'évapotranspiration qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport aux îlots de chaleur urbains, la biodiversité doit avoir sa pleine place dans les PLU. Biodiversité, merci. Alexis Goldberg. Moi, ça va être rafraîchissement et pluriel. Voilà, vous avez compris qu'il se fait de différentes manières. Parfait. Élodie Brich. De mon côté, ce serait plutôt le désilotage, c'est-à-dire que vraiment essayer d'allier ce qui se passe dans les services de planification urbaine, donc typiquement sur le PCAET, et ce qui se passe au niveau de l'aménagement opérationnel. Et on observe beaucoup de dichotomies. Désilotage. Merci beaucoup, Élodie Brich. Et Bart. And for me, the word would be imagination. Et pour moi, ce serait l'imagination. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir joué le jeu. Cette table ronde a montré que partager des expériences, c'est pas juste faire circuler des bonnes pratiques finalement. Merci beaucoup et vous avez raison de sortir de cette scène puisqu'il n'y a pas de pause. Donc on va enchaîner directement.